Erev Tov, bonsoir, bienvenue. Heureux de vous retrouver après une césure importante. Donc, ce soir, on va aborder un thème qui va y à la fois toucher l'éducation, mais en même temps la famille. D'ailleurs, on le retrouve dans le titre. C'est donc tout ce que l'on appelle cette notion d'apprendre à juger positivement. Alors, on va rentrer très rapidement dans ce sujet. Il y a une Mishnah, un enseignement donc des maîtres de Talmud qui nous dit la chose suivante. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères, qui nous dit « Et vous metunim badin ». C'est au passage la première Mishnah. La première Mishnah de Pirkei Avot nous dit « Et vous metunim badin ». Vaminu Talmidim Arbe, etc. Traduction, et vous, metunim, soyez metunim circonspect, badin dans le jugement. Alors bien sûr, cette Mishnah-là, sa lecture classique, vous savez très bien qu'un texte supporte plusieurs lectures, sa lecture classique, c'est en effet, lorsque vous êtes dans une fonction de juge, eh bien, prenez le temps avant d'être dans le jugement. C'est-à-dire, ne soyez pas trop hâtif dans votre manière de juger. C'est une lecture. J'ai envie d'en proposer une autre. Et vous, metunim badin, c'est au fond intéressant de voir que c'est le premier enseignement des Maximes de nos pères, c'est-à-dire de ce texte qui est là surtout pour nous aider à réfléchir sur tout ce qui a trait à la relation à nous-mêmes et la relation à l'autre. Et c'est intéressant de voir que le premier enseignement, il peut être entendu de la manière suivante. Soyez prudents dans la manière dont vous allez juger. Qui, bien sûr, l'autre. Mais là, on ne va pas rentrer dans le cadre de la structure juridique, mais tout simplement dans le monde des relations. Comme si, au fond, les maîtres sont en train de nous dire l'univers relationnel est avant tout un univers de jugement. Dès le moment où on se confronte les uns aux autres, nous sommes immanquablement dans un principe de jugement. Le jugement s'élabore à partir d'un certain nombre de critères, généralement subjectifs, mais qui correspondent à un certain nombre de règles. Qui est-ce? Quelle est son apparence? Comment se présente-t-il? À travers son look, à travers son vêtement, à travers son attitude, que sais-je? Et donc, la problématique du jugement, c'est que c'est quelque chose qui enferme l'individu à l'intérieur d'une case. On a besoin d'ailleurs dans le monde des relations d'être rassuré sur ceux ou celles que l'on rencontre en arrivant à les faire entrer à l'intérieur d'une case. Qui sont-ils? On les définit. Et le problème, c'est que lorsque vous avez défini quelqu'un, eh bien, on aura difficile de découvrir cette personne dans une autre dimension que celle que l'on a définie dès le début. Ça ne va pas être simple. Puisque cela, on verra un certain nombre de ces agissements comme étant des éléments qui corroborent la définition que nous avons donnée de cet être. Et là, les Chachamim nous disent « Hevu metunim badin ». Soyez circonspects, c'est-à-dire soyez extrêmement vigilants, parce que le jugement qui est quasiment inhérent au monde des relations peut être un lieu dans lequel on s'enferme les uns les autres. Ça, c'est un point que j'ai envie de proposer à votre réflexion, car nous le savons dans le monde de l'éducation, dans le monde de la famille, dans le monde de l'école aussi, eh bien, un enfant arrive, un adulte se présente, et il est généralement, comme on dit un peu légèrement, catalogué. Et on s'empêche de découvrir parfois sa véritable réalité, sa véritable dimension. Avant d'être dans l'univers du juger positivement, j'ai envie d'abord de réfléchir avec vous sur l'univers du jugement. Juger l'autre, c'est le définir. Le définir, c'est l'enfermer. Si j'ai besoin de définir l'autre, c'est que c'est ce qui me permet de savoir comment je vais m'y confronter. Vous voyez quelqu'un, il a une apparence, donc vous réfléchissez de quelle manière vous allez aborder cette personne. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on peut beaucoup jouer avec cela, et vous n'êtes pas sans savoir que parmi les cambriolages les plus audacieux qui ont pu exister à notre époque, étaient ceux de ces personnages qui justement apparaissaient comme étant des clients extrêmement fortunés dans des bijouteries célèbres, et qui, parce que justement étaient jugés comme étant des personnes dignes de confiance au regard de leur prestance, de leurs habits et de la voiture qui les avait amenés, eh bien on pouvait les laisser manipuler un certain nombre de choses, voire même aller plus loin.
Et bien sûr, ce jugement qui a été établi par rapport à ce qu'ils représentaient au niveau de leur image leur a permis à eux de faire ce qu'ils avaient besoin de faire, et ils l'ont réussi fort brillamment d'ailleurs au passage. On peut faire exactement la même chose, et vous n'êtes pas sans savoir, je vais vous faire un peu d'histoire. C'est juste une parenthèse parce que c'est intéressant. On a tous connu dans le peuple d'Israël des époques de ce qu'on appelle les faux messies. D'accord? Les faux messies, c'était donc des individus qui arrivaient, et puis qui arrivaient donc à créer autour d'eux une forme d'aura particulière, et puis les foules étaient attirées par ces personnages. Et il y a des livres intéressants qui ont été écrits sur ces faux messies, et ce qui est curieux de voir, c'est que systématiquement, ils avaient pris l'accoutrement nécessaire pour pouvoir être identifiés comme étant un personnage remarquable, avaient pris les postures nécessaires, et bien entendu, la plupart du temps, les gens allaient et suivaient pour différentes raisons. Là, on est dans l'univers donc du jugement, qui n'est pas dire si la personne est bien ou mal, mais qui est un élément qui la définit. Je juge donc d'après l'apparence, ou alors d'après les actes. Or, tout acte est à remettre à l'intérieur d'un cadre et d'un contexte. Imaginons que nous prenions le texte de la Torah, que nous nous remettions maintenant, nous, à l'époque du désert, et que nous sommes dans le désert parmi le peuple d'Israël. Mais on vient d'être parachuté. On ne connaît pas l'avant, on ne connaît pas l'après, on ne sait pas qui est Moïse, on ne sait pas qui est Moshe, rien. On arrive, puis brusquement on le voit dans ce fameux épisode dans lequel la Torah nous relate qu'il se met en colère. Nous arrivons à ce moment-là et nous le découvrons comme étant un personnage qui apostrophe avec force dans l'histoire de Midian, etc. On ne va pas rentrer dans les détails du texte. Brusquement, nous avons une vision de ce personnage comme étant un chef imbu de lui-même qui est capable d'apostropher comme ça avec force et avec colère. Et c'est cette image que nous allons garder à l'intérieur de nous. Et si par la suite on nous dit toutes ces qualités, ou si nous les découvrons éventuellement, elles ne seront là que pour atténuer l'image négative que l'on a pu avoir de lui. Alors que pris dans une perspective globale, cet événement est ce qu'on appellerait un épiphénomène pour lequel il sera sanctionné, soit, mais qui n'est pas représentatif de l'identité réelle de Moshe Rabbeinu. Mais comme nous sommes arrivés à ce moment de l'histoire, nous l'avons analysé à travers ce moment, et nous avons créé à l'intérieur de nous cette image, et il nous sera difficile de nous en défaire, parce que c'est tout simplement cette première impression qui est là et qui fait force. À tel point que la Torah nous relate que lorsque l'on est dans un cas de jugement, face à un juge, eh bien on doit faire attention à ce que l'arrivée des deux protagonistes se passe de la même manière, pour qu'il n'y ait pas une vision différente de l'un par rapport à l'autre qui pourrait par la suite altérer le jugement au niveau là purement juridique. Juger positivement, dans le cadre de la famille, un élément incontournable pour pouvoir réussir à construire quelque chose de solide et d'épanoui. Pourquoi cela? Wolbel développe parfaitement bien dans son ouvrage, dans le monde des relations, surtout des relations de proximité, on découvrira très rapidement les éléments qui dysfonctionnent chez la personne qui est à nos côtés. La quotidienneté de la relation fait que, immanquablement, des traits de caractère moins positifs que ceux qu'on avait imaginés vont émerger. C'est normal, c'est évident. Il est beaucoup plus simple d'être un bon ami que d'être un bon conjoint. Parce que le bon ami, on ne le voit que dans des moments précis, alors que le conjoint, on le voit de manière constante. Le jugement positif ne commence pas d'abord par l'interprétation positive, mais commence par un choix. Le choix de mettre en face de soi avant tout les éléments qui vont définir l'autre comme étant une belle personne. C'est l'expression d'un désir et ce n'est pas un constat. J'ai envie d'avoir une image belle de l'autre. C'est mon désir. Je n'attends pas de le constater, j'ai envie d'avoir cette image. Ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce que nous savons très bien que cette image positive va nous aider à développer la relation et à faire en telle sorte qu'elle soit constructive à terme. Le regard positif, juger positivement, c'est d'abord le choix que l'on fait volontaire
j'ai envie d'avoir une belle image de cet autre. Oui ou non? Est-ce que vous avez envie? Alors la plupart du temps, les gens vont dire, non mais attendez, mais dans toutes les relations, vous verrez quelque chose qui ne va pas. Donc de toute façon, je vous rassure tout de suite, les éléments de dysfonctionnement, vous les découvrirez. Est-ce que vous voulez que ce soit eux qui aient prééminence et qu'ils altèrent toute la relation? Parce que tout ce que vous allez voir de positif après ne sera là que pour récupérer les éléments négatifs? Ou vous voulez voir les éléments négatifs comme étant des épiphénomènes et le reste comme étant des éléments positifs qui vous donnent une belle vision de l'autre? En deux mots, le choix du regard positif et de l'interprétation positive et de juger positivement l'autre, c'est l'expression du désir d'aimer l'autre. Parce que si j'ai envie d'aimer l'autre, j'ai besoin d'avoir une belle image. Si je n'ai pas envie de l'aimer, alors je laisse l'image s'installer et quelque part on verra ce qui se passe. Derrière cela, il y a ce que l'on appelle un choix d'amour. Aimer, c'est un choix, c'est pas un constat. Aimer, c'est un désir, et c'est pas juste quelque chose que l'on vit. Désolé pour le romantisme, mais c'est comme ça qu'au fond on construit. Moshe Rabbeinu a décidé d'aimer le clan d'Israël. C'est la raison pour laquelle ce qu'il va voir dans le clan d'Israël, c'est avant tout sa génialité, sa beauté et sa grandeur, ce qui lui permettra de continuer à se battre pour lui, malgré les claques qu'il va se prendre. On décide d'aimer le clan d'Israël, c'est un choix. On décide d'aimer son conjoint, on décide d'aimer son enfant. Ah, vous allez dire, mais non, les enfants, on les aime de toute façon. C'est pas vrai. La plupart du temps, l'amour que l'on a vis-à-vis de l'enfant, c'est l'amour que le géniteur a vis-à-vis celui qui l'a créé. C'est le même principe. Il provient de moi, c'est cette partie de moi-même que j'aime. Mais véritablement l'aimer dans toutes les circonstances, dans tous les cadres, ne sera possible que si on fait ce choix. Et ce choix va nous amener à un moment, avant d'être dans l'interprétation et dans le jugement positif de l'autre, commencer d'abord par avoir une vision de l'autre qui sera une vision belle, qui commencera par l'observation de toute sa grandeur et de toute sa génialité. Comment est-ce qu'on y arrive? De manière concrète. Donc ce choix, il vous appartient, il m'appartient, il nous appartient à tous. C'est à nous de savoir si on veut le faire ou pas. D'accord? C'est à nous de savoir si on veut le faire ou pas. C'est oui ou non. Tu as envie d'aimer ou tu n'as pas envie d'aimer, c'est ton problème. À partir de là, hein, comment est-ce qu'on élabore ça? Comment est-ce qu'on... Là, je suis désolé. Je n'ai pas éteint mon machin. Désolé. Ça m'a fait plusieurs fois. Bon. Restez concentrés. Comment est-ce qu'on met... Donc comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Donc, on va mettre en place ce choix d'aimer. Eh bien, il y a une technique très simple. Avant d'être dans l'interprétation positive, avant d'être dans le jugement positif de l'autre, on va d'abord décider de mettre en exergue les éléments qui vont faire que l'on aura une belle image de cet autre. Comment est-ce qu'on les met en exergue? Tout simplement en parlant, c'est-à-dire en faisant en telle sorte, et c'est une idée qu'on avait déjà évoquée ici dans un cours, vous allez sûrement vous en rappeler, dire les éléments positifs qui font partie de la vie de l'autre, qui font que brusquement, cet autre-là, nous avons une belle image de lui ou d'elle. Tout simplement. C'est-à-dire, l'autre a besoin de l'entendre, hein. Mais moi j'ai besoin d'entendre le lui dire. Juste une parenthèse, il y a une étude qui a été faite récemment, dans laquelle on dit que pour avoir un minimum d'équilibre dans une famille, il faut que le ratio entre les compliments et les reproches soit de 8 compliments et d'un reproche. Si vous êtes à 8 contre 1, c'est en équilibre. S'il y a plus, c'est encore mieux. S'il y a moins, c'est un peu compliqué. De manière générale, c'est 5 reproches par rapport à un compliment. Et ça, c'est encore dans le meilleur des cas. C'est pas que ça crée des tensions, c'est que ça déconstruit l'image de l'autre. Si tant est qu'elle ait jamais existé. C'est pas
ah ben, c'est pas grave, et dans la vie, il faut... Non, non, c'est même pas un problème de générateur de tension, mais c'est-à-dire, je ne peux pas avoir une belle vision de l'autre qui m'amènera par la suite à pouvoir être dans ce jugement positif si je n'ai pas d'abord installé cette image, qui elle-même est le fruit de mon désir de l'aimer et de construire quelque chose. Donc ça, c'est un choix personnel. Concrètement, comment est-ce qu'on va faire? Bien, tout simplement, on va réapprendre à regarder l'autre. Et puisqu'on est ici, pour la plupart, je pense même pour la quasi-totalité d'entre nous, dans la situation de personnes qui ont déjà construit une famille, on va essayer peut-être de faire un travail qui est la revirginisation du regard. C'est-à-dire, si on réalise qu'en effet, le regard que l'on porte sur l'autre n'est pas avant tout ce qui définit sa grandeur et sa génialité, on peut revirginiser son regard. C'est-à-dire, on efface tout et on recommence. Avec la même personne. Donc, c'est-à-dire, on efface tout et on recommence. C'est-à-dire, on se dit, bon voilà, on refait, c'est la première rencontre. On essaye de ne pas avoir en souvenir des éléments du dysfonctionnement. C'est pas simple, hein? On peut le faire. Pour ça, hein, je vais vous donner un truc, surtout au niveau des enfants, parce qu'on va arriver tout de suite au niveau des enfants. Au niveau des enfants, c'est très simple. Imaginez que vous êtes convoqué chez le directeur. Pour certains, c'est pas le monde imaginaire, c'est le monde du réel. J'en fais partie. J'en ai fait partie, maintenant ils sont un peu plus grands. Vous êtes convoqué. Bon, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, voilà, tac, tac, tac. D'accord? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Brusquement, cet enfant que l'on qualifiait hier de monstre, de pas gentil, qui prête rien, qui est paresseux, etc., comme par hasard, on se rappelle qu'il a plein de qualités qu'on va mettre en exergue face à ce directeur pour lui rappeler que cet enfant, même s'il fait des bêtises, il est quand même génial. On est d'accord, on l'a fait tous. On le fait, hein. Il est là, il dit, non, ça va pas du tout. Non, mais vous savez, mais néanmoins, mais par ailleurs, mais il aide quand même, il est gentil, d'accord? Pourquoi? Parce que là, on est face à un danger. Et comme on est face à un danger, on se rend compte que si à un moment, on ne fait pas apparaître les dimensions belles de l'autre, brusquement, ben, tout s'arrête. Ben, on va essayer d'imaginer ce type de situation. On vient chez vous, on vous dit, écoutez, votre conjoint, vraiment, il faut le faire partir. On va dire parce que, tout simplement, il y a une règle, c'est que quelqu'un qui a tellement de défauts, il n'a pas le mérite de rester à vos côtés. Et là, brusquement, on dit, non, ça va pas. Et brusquement, on fait réémerger les qualités et les belles choses. Imaginez que votre enfant vienne chez vous et vous dit, papa, qu'est-ce que tu penses de maman? Maman, qu'est-ce que tu penses de papa? Et que nous sommes des adultes suffisamment construits pour savoir qu'un enfant a besoin d'avoir une belle image de son parent. Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est un truc, vous savez, il faudrait s'amuser à le faire. C'est très rigolo. Un enfant dire à son père, papa, tu peux m'écrire les 10 principales qualités de maman sur un papier? Parce que je veux lui faire un compliment et une poésie, et je ne connais pas très bien en français toutes les qualités de maman. Idem dans l'autre sens. Ça sera assez amusant. Mais ça sera passionnant maintenant. Parce que tout simplement, on va s'obliger à s'arrêter et à se dire, ah, bon, je ne vais pas lui dire qu'elle n'en a pas. Il va me dire, bah, si elle n'en a pas, qu'est-ce que tu fais avec elle? Je lui dis, mais je sais pas. Il dit, mais je te rappelle que qui se ressemble s'assemble. Donc il faut croire que tu n'en as pas toi aussi. Donc on ne va pas prendre ce risque. Donc on va commencer à faire ce travail. Ça, c'est donc, j'ai envie de dire, le socle. Ce socle qui va être fondamental et qui va nous permettre d'avoir le désir de juger positivement l'autre. Parce qu'il y a deux manières de voir la notion du jugement positif. Soit, comme on va le voir dans quelques instants, c'est une mitzvah de la Torah, c'est un commandement, c'est une obligation, ce qui est vrai. Soit, quelque chose qui en plus est l'expression d'une envie et d'un désir. En quoi c'est une mitzvah de la Torah? C'est une mitzvah dans la Torah parce qu'il y a marqué « Betzedek tishpot amitecha » de manière tzedek, que l'on traduit de manière générale par de manière juste. Tishpot, tu jugeras amitecha, ton prochain. Et la Gemara, les maîtres du Talmud nous traduisent ça. Alors que nous, a priori, bon, ben, juge-le de manière juste, ça va, je sais. Non, ils disent attention. Heveda netravecha, le kavzochut. Juge l'autre de manière positive. Et la Barachi rapporte au nom de la Gemara, Velo betin shel baledini makatuv omer.
Et là, et là, on ne parle pas bien sûr d'un jugement en tribunal, mais l'on parle de quelqu'un qui voit son ami faire une chose, et cette chose-là peut être interprétée dans un sens comme dans un autre. La Torah dit, le juger de manière juste, c'est en effet ça que la Torah te demande. C'est ça être juste, c'est le juger de manière positive. Et donc par extension, dans tous les cas de figure. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc déjà, on a le socle. On a bâti le socle, très bien. Maintenant, on est intéressé à juger l'autre de manière positive. Et je vais vous dire pourquoi. L'intérêt de juger quelqu'un de manière positive, c'est ce qui vous permet de beaucoup mieux dormir la nuit. Je vais vous parler d'une expérience que je viens de vivre, et quelque part, je vais la partager avec vous, parce que j'aime bien partager aussi de temps en temps des choses. Malheureusement, je suis en aveloute sur mon papa, et bien sûr, il y a énormément de personnes qui me sollicitent souvent, qui, comme par hasard, n'ont pas du tout manifesté quoi que ce soit. Rien. Rien. Baruch Hashem, je le vis parfaitement bien. Pourquoi? Parce que je pars du principe que soit ils ont essayé, s'étaient occupés, soit ils se sentaient gênés, ils ne savaient pas quoi me dire, parce que souvent les gens sont gênés, soit au moment où ils voulaient le faire, comme par hasard ils ont un coup de téléphone, ils ont oublié. Il y a mille et une raisons qui peuvent expliquer de manière totalement normale que des gens n'ont pas le temps, ont oublié, ont eu peur, n'ont pas réussi, etc., etc. Et vous dormez très bien le soir. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas en train de vous faire des films. Dans le monde des relations, quand vous jugez l'autre positivement, ben quelque part, vous ne voyez pas dans son acte un acte négatif à votre égard, et c'est beaucoup plus agréable. Et c'est quelque chose, au fond, dont le premier bénéficiaire, c'est souvent nous-mêmes. Quelqu'un, à un moment, n'a pas tenu compte de vous. Votre enfant, vous lui avez demandé de faire quelque chose, il ne l'a pas fait. Deux options. Soit il a oublié de le faire, soit il ne veut pas le faire. Et même quand il ne veut pas le faire, deux options. Il ne veut pas le faire parce qu'il est paresseux, il ne veut pas le faire pour m'embêter. Si tu décides qu'il ne veut pas le faire parce qu'il veut m'embêter, tu vas vivre mal les choses. Pourquoi tu n'as pas envie de dire qu'il ne veut pas le faire parce qu'il est paresseux, ce qui veut dire qu'il a un travail à faire? Jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Rien. Alors pourquoi tu ne fais pas ce choix? C'est-à-dire qu'à un moment, juger positivement, c'est aussi quelque chose qui est important pour nous, parce que ça nous évite d'avoir un regard négatif sur l'autre, qui, au passage, lorsqu'il est négatif, peut générer une dimension négative. Imaginez qu'on décide de juger négativement, c'est-à-dire non positivement. L'autre, c'est un profiteur. Quand il a besoin de moi, il m'appelle, mais qu'en vérité, etc., etc. D'accord? Je le rencontre, il me salue, comment ça va? Et moi, je le salue, ça va. C'est mort. Qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de nul. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Rien. Sur la base d'un présupposé qui était une analyse qui est peut-être radicalement fausse. On n'a rien gagné, si ce n'est des stress, de la distance et une personne de moi qui fait partie de notre cercle d'amitié. Donc cette notion de juger positivement, elle va être avant tout profitable pour nous. Et ne mettons pas ici cette fameuse idée que ne soyons pas naïfs. Dans notre société, nous considérons que celui qui n'est pas naïf, c'est celui qui a avant tout un jugement en option négative par rapport à l'autre. Lui, en vérité, il sait vraiment que l'autre, il est ceci, 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 cela. Ça, c'est quelqu'un qui a une belle vision. C'est pas vrai? Donc, c'est déjà un état d'esprit à construire. Alors, pour certaines personnes, c'est relativement simple. Surtout si vous avez vécu dans un environnement dans lequel ça se passe comme ça. Pour d'autres, c'est très compliqué, parce qu'ils ont vécu dans un environnement exactement contraire. Vous avez des personnes, elles sont systématiquement dans l'interprétation négative. Parce qu'elles ont grandi dans un univers dans lequel c'était ça. Dans lequel même l'acte positif était interprété négativement. En vérité, mais je te dis, s'il l'a fait, c'est parce que. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Donc quand vous avez grandi là-dedans, c'est super compliqué. D'abord parce qu'il faut trahir le système. Et puis il faut tout simplement réapprendre à construire un beau regard. J'ai pas envie de dire le regard du Petit Prince, mais peut-être pas loin. Sur l'univers, sur le monde et sur les gens.
Ah, maintenant, on a un problème. C'est que l'autre a fait quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc là, on n'est pas dans un acte, on ne sait pas véritablement. Concrètement, l'autre a désobéi, l'autre a transgressé, l'autre a fait. D'accord? Alors, on fait quoi là? Alors, il y a deux options. Vous savez, toujours quelqu'un m'a bousculé, il m'a dit « Ah vraiment, je suis désolé ». Je lui ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Parce que je vous ai bousculé ». Je lui ai dit « Non, mais j'ai une question à vous poser. Vous avez fait exprès ?» Il dit « Non ». Je lui ai dit « Bon, tout va bien ». T'as pas fait exprès. C'est-à-dire que tu m'as pas vu en disant « Ah, j'ai bousculé ». Donc t'angoisses pas, tout va bien. Maintenant, ça se fait de dire « Excusez-moi », etc. D'accord, ça fait partie des règles dans lesquelles on est désolé de n'avoir pas été suffisamment vigilant. Et c'est beau et c'est bien. Mais d'une certaine manière, je vois très rarement des personnes qui vont se dire « Tiens, volontairement, je vais faire ça pour faire du mal à l'autre ». Ça existe. Mais de manière générale, c'est pas ça. Et si c'est ça le cas, il faut savoir comment se fait-il que la seule manière de communiquer que l'autre a vis-à-vis de moi, c'est en faisant du mal. J'ai une question à se poser. C'est-à-dire que quelque part, soit l'autre ne sait pas parler, soit je ne sais pas écouter ses mots. Donc il utilise une autre stratégie pour me faire réagir. Il va falloir voir ce qui se passe dans l'univers de la communication. Donc ici, on est là dans un acte dont on va dire qu'il est objectivement négatif. D'accord? J'ai deux options. Si j'aime l'autre et j'ai envie de l'aimer, je n'ai qu'une envie, c'est que cet acte-là ne soit pas l'acte qui le définisse, mais de le voir comme étant une forme d'épiphénomène. Moshe Rabbeinu, son moment de colère qui s'inscrit dans une globalité qui n'est que des moments extraordinaires. Donc je vais chercher à diluer cet acte à l'intérieur de tout ce qui est positif chez cette personne. Donc avant même d'être dans le jugement positif, si on a pris l'habitude d'avoir d'abord ce regard beau sur l'autre, on va faire en telle sorte que l'acte qui nous pose problème se dilue à l'intérieur du reste. Ce n'est pas qu'il n'a pas existé, mais au regard de ce que l'on voit dans la globalité des choses, eh bien quelque part, il n'a pas d'impact sur la manière dont on voit l'autre. C'est une des bases de l'éducation. Quel est le parent qui n'a jamais décelé chez son enfant, à un moment, un acte délictueux, un acte transgressif? Aucun. Ou alors ça veut dire qu'on ne connaît pas du tout nos enfants. On a tous vu chez nos enfants, à un moment, des choses qui n'allaient pas. Et qui peuvent nous embêter, nous bouleverser, nous poser problème. Comment on réussit à continuer à les aimer? D'abord parce qu'on a fait le choix de les aimer, et parce qu'on inscrit ça à l'intérieur d'une globalité. Sinon, l'enfant a l'impression que les seuls éléments que l'on est capable de voir, c'est lorsque les choses ne vont pas. Et c'est valable la même chose dans la relation à l'autre, et dans la relation du couple, et dans tout l'univers des relations. C'est-à-dire, moi j'ai été confronté il y a quelques mois à une personne, je ne peux pas dire malheureusement que c'est mon maître, parce que je n'ai pas pris suffisamment près de lui, mais vraiment une personnalité extraordinaire. Et je l'ai vu à un moment dans une situation, et ça m'a rassuré. Je l'ai vu dans son humanité parce qu'à un moment, il était un peu cassant, dur, dans une situation où normalement, dans mon film à moi, il doit être cool, détente et tout gérer. J'ai en tête ce moment-là, c'est très intéressant, mais quand je le vois, j'ai une admiration sans borne, et je suis toujours à l'écoute de sa parole et tout. Parce que tout simplement, cet événement qui est un épiphénomène, à l'intérieur d'une globalité extraordinaire. Sinon, je serais face à un ange. Or, l'onitna Torah, le malaché Asharet. La Torah n'a pas été donnée à des anges. La plupart du temps, on ne verra pas. Mais si je vois, ça doit se diluer. Dans la famille, on le verra. Chez le conjoint, encore plus. Et chez l'enfant, encore plus. Maintenant, on va se retrouver donc face à l'acte. Donc déjà, juger de manière positive, c'est décider que l'autre n'a pas fait ça de manière volontaire pour nous faire du mal. Et si oui, alors il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il cherche? Parce que c'est pas normal. Pourquoi l'autre, volontairement, cherche à nous faire du mal? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qui se passe? Donc soit l'autre est en train de partir dans un univers complexe, il va falloir le traiter, soit
il veut me faire passer un message. Il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Posez-vous toujours la question, mais qu'est-ce qu'il cherche? Quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'il veut? Au lieu de dire, il est méchant, elle est méchante, il est méchant, il est méchante. D'accord, super, next. Mais pourquoi il l'est? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Sur quoi il est en train de réagir? Ça, c'est déjà un premier point. En dehors de ça, il va y avoir après l'acte qui peut nous paraître être un acte problématique, mais lié à l'interprétation que l'on en fait. Vous vous rappelez sûrement, j'ai dû sûrement un jour dans un de mes cours citer cet exemple de l'enfant et de sa montre. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez pas, si vous allez vous rappeler dans 15 secondes. L'histoire est vraie. L'histoire se passe dans un cheder en Israël. Et vous avez donc un prof qui rentre le matin à l'école, dans sa classe. Il a 3 minutes de retard. Ça peut arriver. Au moment où il rentre, et les élèves sont là, il voit un élève qui lève le bras et lui montre sa montre et fait... Vous êtes d'accord que ça se fait pas? D'accord? Donc bien sûr, le professeur apprécie pas. Khatsouf, ça se fait pas, c'est honteux, dehors. Bon, l'enfant est un peu penaud, s'en va, on discute avec le prof. Le soir, le prof reçoit un appel de la maman qui dit « J'ai juste besoin de vous raconter l'histoire ». Et dit « Cet enfant vous adore. Il a reçu hier soir pour la première fois une montre. Et il a dit « Je veux que le premier qui voit ma montre, ça soit le Moré, le prof. » Donc quand ce matin vous avez rentré en classe, tout de suite elle dit « T'as vu, hein, j'ai une montre. » Seulement, comme un geste pareil peut être interprété d'une autre manière, et voilà la suite de l'histoire. C'est une histoire vraie. Parfois j'apprends des histoires fausses, mais celle-là, elle est vraie. Pourquoi, au fond, j'ai tout de suite interprété de cette manière? Parce que nous avons des schémas. Et ces schémas ne sont pas contrebalancés par le regard de tendresse que l'on devrait avoir les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire envisager immédiatement une autre hypothèse. Quand vous êtes confronté, quand nous sommes confrontés à une situation, nous avons une première lecture. Mettons immédiatement une seconde hypothèse. Une deuxième hypothèse de lecture. Les premières ont généralement tendance à aller dans le sens qui nous tire vers le bas. Car ainsi fonctionne l'être humain, comme le dit le Roche, Darkan Chelabriot, le galot et araot ou le halim et atovot. La nature profonde des créatures est de révéler les choses qui ne vont pas et de cacher les choses qui vont. C'est ainsi que malheureusement fonctionne l'humain. C'est ainsi. On est immédiatement dans une interprétation qui va vers le bas. C'est comme ça malheureusement qu'on fonctionne tous, vous et moi, sans différence. Et donc, ce travail d'avoir une autre hypothèse de lecture va être fondamental dans toute situation dans laquelle on pourrait être dans de l'interprétation, même par rapport à un événement objectif, mais dans le pourquoi de cette chose-là. La Gemara va très loin. La Gemara nous dit, si tu as vu un Talmid Chacham qui fait une faute la nuit, ne le soupçonne pas le jour. Pourquoi? Vadaï cette chouva. Au regard de son statut et de sa qualité, on est quasiment sûr que cet homme est déjà en train de se repentir sur l'erreur qu'il a pu faire. C'est-à-dire que, hypothèse A, c'est un, comme on dit un peu vulgairement pourri. Hypothèse B, c'est un être humain qui est en train de réfléchir sur ce qu'il a fait et qui ne fait qu'une chose, c'est de regretter et de changer. Pourquoi tu ne choisis pas l'hypothèse 2? Et plus que cela, choisir l'hypothèse 2, c'est ce qui va nous permettre de donner à l'autre les énergies pour devenir ce que l'on est en train de lire de lui. Sachez que dans le monde de l'éducation particulièrement, un enfant devient le regard que l'on porte sur lui. C'est-à-dire qu'un enfant, et vous verrez, que les enseignants qui réussissent sont des enseignants qui ont décidé d'avoir un beau regard sur l'enfant. Et qui, même lorsqu'ils voient un enfant qui dysfonctionne, décident que ce n'est qu'un épiphénomène, que ce n'est pas l'expression de ce que l'enfant est, ou alors qu'il y a des éléments extérieurs qui ont conduit l'enfant à agir ou réagir de cette manière,
mais qu'en vérité, ça, c'est pas lui. C'est lui dans une configuration X, c'est lui dans une conjoncture particulière, c'est lui dans un moment particulier de son existence. Ça nous change radicalement l'atmosphère d'une famille. Radicalement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne fera pas de remarques, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'interviendra pas, mais déjà la manière dont on verra l'autre sera totalement différente. Donc on a vu, juger positivement va être, et avant tout, ce regard sur la dimension belle de l'autre, qui est l'expression d'un choix. Dans des situations interprétables, faire le choix d'avoir une lecture en option haute, et même dans des moments dans lesquels il n'y a pas d'interprétation à avoir, parce que concrètement l'autre a objectivement fait quelque chose, et à la fois diluer ce qui se passe à l'intérieur de la globalité de l'autre, et en même temps décider que ce n'est pas ça ce qui le définit, mais c'est l'expression de cet individu à un moment T de sa vie, dans laquelle il n'a pas su gérer une émotion, une colère, un désir, un rapport à ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça, lui. Ça, ce n'est pas toi. C'est toi à un moment T. Amusez-vous à dire ça à quelqu'un qui est en colère. Dites-lui, ça, c'est pas toi. Je ne vais pas dire que tu n'es pas en colère, tu es en colère. Tu es en train de crier. Mais ce truc-là, là, qui c'est pas toi. Toi, c'est autre chose. Maintenant, je ne vais pas ôter ce moment-là, qui est présent. Mais je ne veux pas qu'il soit l'élément qui te définisse. Je n'ai pas envie d'en avoir le souvenir, ça ne m'intéresse pas. Et vous savez, c'est terriblement réconfortant pour un adulte ou pour un enfant d'être à côté d'une personne qui fonctionne de cette manière. Parce qu'on n'a qu'un désir, c'est d'être à la hauteur du regard que l'autre porte sur nous. Parce qu'on n'est pas là dans une démarche dans laquelle on essaye de réparer, mais on est dans une démarche dans laquelle on continue à construire. Avoir envie d'être mieux, si c'est pour récupérer le regard de l'autre, c'est très compliqué. Être mieux, pour être encore plus élevé que ce que je ne suis, et que de ce que l'autre m'a déjà signifié, ça c'est quelque chose de beaucoup plus positif. Un enfant qui ne se voit qu'en train de faire des réparations, il essaye de rafistoler l'image négative qu'on a de lui, ne trouvera pas de bonheur à l'intérieur des efforts qu'il va faire. Par contre, s'il sait qu'en effet ces efforts vont être vécus non pas comme une réparation, mais comme étant l'expression de son désir de grandir, il aura le bonheur qui lui permettra d'avoir envie de continuer à aller dans cette direction. Ça, c'est donc cet élément-là sur lequel on va essayer de travailler. Maintenant, je vais ouvrir 2-3 autres axes. Comment on fait pour créer cette atmosphère dans la maison? Et comment on fait pour faire régner ça au niveau surtout de la fratrie? Alors, premièrement, et là je vais rentrer dans de l'ultra concret, est-ce que nos enfants nous entendent dire des compliments sur notre conjoint hors sa présence et hors intérêt personnel? Première question. Est-ce que nos enfants nous entendent avec des jolies phrases dites sur notre conjoint ou sur des autres enfants? Posons-nous la question. Déjà ça. Donc déjà pour mettre cette atmosphère dans laquelle on apprend à voir la génialité de l'autre. Papa il est super, maman comme elle est gentille, t'as vu comment elle pense à nous, etc. Il y a 3 milliards de bonnes raisons tous les jours pour dire des choses pareilles. Parfois on le pense, hein. Je pense que la majeure partie d'entre nous, on pense plein de choses sympathiques, mais on oublie de le dire. Et nos enfants ne l'entendent même pas. Donc déjà, ça, c'est apprendre. Ah, moi je me rappelle d'un de mes maîtres qui faisait ça quand on venait chez lui par rapport à son épouse. Vous avez vu comment ça, il avait 80 ans à l'époque. Hein. Donc on a découvert que, il disait, voilà. Et ça lui faisait plaisir, elle, hein, je vous rassure. Et quelque part, donc c'est une habitude. C'est une habitude que, quand on parle, on dit des choses jolies les uns sur les autres. C'est quelque chose qui doit être présent dans tous les domaines de la vie.
on va dans un endroit, on sort, on était à une bar mitzvah, à un mariage, à une fête, à une réunion. Les mots que les enfants doivent entendre, c'est avant tout ce qu'on a vu de joli dans cet endroit et dans cet univers. Et non pas la musique, quelle angoisse, et t'as vu comment elle est habillée, et t'as vu le cocktail, d'accord? On parle d'abord de ce qui est beau, de ce qui est joli. Et si on a l'impression qu'on devient des petits naïfs, cucu, les petits oiseaux, c'est pas grave. L'enjeu, il est la construction de l'être. Ce regard un peu cynique, un peu dur, un peu ne me la joue pas. D'accord? Après, je vous propose de faire un petit jeu. J-E-U. D'accord? Le jeu s'appelle hypothèse. Et ça, c'est un sujet sur lequel actuellement j'essaie de réfléchir un petit peu et qui est passionnant. Quelle est l'autre hypothèse possible? C'est-à-dire, vous êtes confronté à une situation, d'accord? Et on va dire aux enfants, bon, quand on voit une chose pareille, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Que ce monsieur est fâché, que ce monsieur ceci, que ce monsieur... On est d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Et souvent, oh, je sais pas. Il y a peut-être une autre hypothèse. Je ne vais pas vous faire un détour par l'univers de la thérapie, mais un thérapeute qui ne sait pas envisager d'autres hypothèses de lecture d'une situation, il ne fera jamais rien. Il ne peut pas avancer. Il faut ouvrir vers quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas imaginé. Et peut-être qu'en vérité, c'est totalement différent. D'accord? Un exemple tout bête. Mon conjoint ne parle pas, ou parle très peu. Donc, j'en déduis qu'il n'est pas intéressé, qu'il se moque de moi et qu'en vérité, je ne suis pas important. T'as raison, c'est possible. T'as une autre hypothèse? Je sais pas, il ne parle pas assez que. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle quelqu'un n'aime pas parler à son conjoint? Toi, quand il parle, comment est-ce que tu reçois sa parole? Est-ce que, par exemple, tu lui envoies ce qu'on appellerait des accusés de réception, qui est une des bases de la communication? J'entends ce que tu dis, c'est très intéressant. Dans un second temps, je vais t'exprimer mon point de vue. Quand l'autre, il te dit, tu sais, j'ai pensé que, etc., et que toi, tu lui dis, ouais, mais tu sais, je ne sais même pas si je suis entendu. Je ne suis même pas au courant si l'autre m'a écouté. J'ai aucune idée. Donc si sans arrêt ça fonctionne comme ça, donc je me dis ça sert à rien, je parle, puisque de toute façon l'autre immédiatement a envie de dire autre chose. C'est pas le problème que l'autre n'a pas le droit de penser autre chose, mais j'ai l'impression que ma parole n'a pas de poids. Accusé de réception, j'entends ce que vous dites. J'entends ce que tu dis. C'est intéressant, laisse-moi le temps d'y réfléchir un instant. Écoute, je ne préfère pas que tu me parles maintenant parce que je ne suis pas dans une bonne configuration pour t'écouter comme il se devrait. C'est pas correct de ma part de t'écouter sur un pied maintenant. Et quand vous avez l'habitude d'entendre ce genre de phrase, vous êtes beaucoup plus facilement enclin à exprimer. C'est une autre hypothèse. Plutôt que de dire « Oh, il n'aime pas parler ». Alors qu'aux autres, ils parlent. Ben oui, les autres, ils l'écoutent. Ah, mais moi aussi, je l'écoute. Non, mais il n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Il ou elle n'est pas au courant. Je comprends pas. Ben oui, voilà. C'est une autre hypothèse. Ça, jouer au jeu des hypothèses. Le prof, il est très dur. Il n'est pas gentil. Première hypothèse, ton prof est méchant. On pourrait imaginer autre chose d'après toi? Les gens très durs, parfois, sont des gens qui ont peur. Des gens qui se sentent en position d'insécurité. Par exemple. C'est une autre hypothèse. Ah, il est très gentil, il nous donne sans arrêt des bonbons, etc. Il est très gentil. Bon, là, vous n'allez pas le faire avec l'enfant, mais... Deuxième hypothèse, ben non. L'autre, il n'a qu'une envie, c'est tout simplement de s'approprier toi, et pour ça, il te donne sans arrêt. Hypothèse. Quelqu'un dit, mais vous savez, moi, la gashmiout, la matérialité, c'est pas ce qu'il y a le plus important, etc. Je me suffis de ce qu'il faut, etc. Première hypothèse, c'est un grand sadique qui prend ses distances par le monde de la matérialité. Deuxième hypothèse, c'est un paresseux qui utilise
des principes spirituels pour justifier le fait qu'il n'a pas envie d'aller bosser. Les rabbinim qui disent qu'il y a une grande goula pour la parnassa, c'est d'aller travailler. C'est une grande goula pour la parnassa, d'aller bosser. Alors, ce que je vais faire là, c'est exactement le contraire. J'avais une hypothèse belle et j'ai été... Mais ça, c'est quand on se parle à soi-même. Quand on se regarde dans une glace et qu'on dit « ouais, je suis un grand sadique » et puis à un moment, oh. Il y a peut-être une autre hypothèse, mon frère. Et parfois, l'autre hypothèse, quand on se regarde soi-même, on sent qu'elle est légèrement plus vraie. Hein, entre soi et soi-même, quand on se regarde juste dans la glace. Mais bon, ça, on n'en parle pas aux autres. Mais amusez-vous à ça. Pour que les enfants prennent l'habitude immédiatement de penser que la lecture que l'on peut avoir, il peut y en avoir une autre. Et le Rav, il a été très méchant, il était très dur, il s'est mis en colère. Première hypothèse, un coléreux. Deuxième hypothèse, il a peut-être très peu dormi ces derniers jours, et il n'en pouvait plus, et il n'a pas réussi à un moment à gérer sa colère, mais peut-être qu'il la regrette beaucoup. C'est possible. Alors pourquoi tu n'envisages pas jouer à ce jeu à la maison? Et habituer, quand je dis habituer, habituons, je fais partie aussi, nos enfants à fonctionner de cette manière. Ils seront suffisamment intelligents par la suite pour voir quand vraiment leur hypothèse numéro 2 ne marche vraiment pas. Mais parfois elle marche. C'est la fameuse Gemara que vous connaissez par cœur, de cet homme qui était... Alors il était où? Il était dans le sud. Il est parti en Galilée ou il était en Galilée? Il est parti dans le sud. Je ne sais pas plus dans quel sens ça va. Oui, je crois, non, si mes souvenirs sont bons. Il était en Galilée. Il est parti très dans le sud d'Israël. Pendant 3 ans, il travaille. Au bout de 3 ans, il dit « paye-moi ». L'autre, il dit « j'ai pas d'argent ». Il dit « donne-moi des terres, j'ai pas de terres. Donne-moi des animaux, j'ai pas d'animaux. Donne-moi des biens mobiliers, j'ai pas de... rien ». L'autre, 3 ans, il a bossé, il lui donne rien, il repart, il n'en peut plus. Après la fête, son propriétaire revient chez lui. Il va jusque chez lui, en Galilée. Et la Gemara nous dit qu'il lui amène des super cadeaux. Mais après qu'ils aient mangé et bu, l'autre lui dit « explique-moi ». Il lui dit « écoute, quand je t'ai dit que j'ai pas d'argent, t'as pensé quoi? T'as immobilisé tous tes fonds pour pouvoir faire une affaire. J'ai plus de terre, tu les as loués. J'ai pas d'animaux, tu les as loués. T'as pas de récolte, sans doute t'as pas donné les prélèvements obligatoires. J'ai plus de meubles, t'avais peut-être un vœu au temple de Jérusalem de les donner tous. » Il lui a dit « tout ce que t'as dit, c'est vrai. » Mais ce qui est intéressant, c'est que la Gemara nous raconte que le Achar She'achlou V'Chatou, l'autre il est arrivé, il lui a rien donné. En tout cas, on ne dit pas qu'il lui a donné quoi que ce soit. D'abord, il s'assoit, il mange et il boive. C'est-à-dire qu'en 2 mots, ce que j'ai pensé, je crois. Donc il l'a accueilli. Il n'a pas demandé à l'autre de se justifier. Il lui a dit, tu as raison, c'est exactement ça. C'était une hypothèse, elle était vraie. Elle était vraie. On peut créer des drames quand on est dans une interprétation négative. On peut créer des drames quand on décide qu'à un moment, une chose de l'individu est l'élément qui le définit. On peut tuer quelqu'un, on peut tuer un enfant, on peut tuer un adulte, on peut tuer tellement de monde. Parce que tout simplement, soit on a décidé d'interpréter, soit on a décidé de définir l'autre à travers quelque chose qui n'est qu'un épiphénomène. Rappelez-vous, Moshe Rabbeinu, vous débarquez au moment de sa colère. Vous dites, ouais, moi je le connais, hein. Moi, je vais vous dire, en vérité c'est un grand coléreux. Vous imaginez le drame? C'est-à-dire, toute son histoire ne tourne qu'autour d'un élément. C'est ce qui empêche l'homme de se construire. C'est ce qui empêche l'homme d'avancer. C'est ce qui fait qu'en vérité, on n'arrive même pas à parler des éléments sur lesquels on doit faire un travail, parce que tout simplement on a peur que l'autre nous définisse à travers ça. Pourquoi les ados? Pourquoi les enfants ne nous parlent pas de leurs difficultés? Pourquoi ils ont tellement de mal à en parler? Des difficultés qu'ils ont tous. Parce que tout simplement, comme nous ne savons pas juger positivement, alors on n'aura pas un regard avec un peu de tendresse vis-à-vis de quelqu'un qui est un être humain comme tout le monde, et en même temps ils sont persuadés que ce qu'ils vont nous raconter d'eux sera l'élément qui sera au centre du regard qu'on portera eux pendant toute notre existence. Mais j'ai pas envie de ça. Qu'est-ce qui fait qu'un adulte ne peut pas venir chez quelqu'un pour lui dire « j'ai un problème, j'ai un échec, j'ai une difficulté ».
Parce qu'il a peur que l'autre, toute sa vie, ne le voit qu'à travers le prisme de cette chose-là. Alors comment vous voulez qu'il lui parle? Il ne peut pas lui parler. Donc on ne règle rien. Il y a une Gemara qui est folle. Agmad raconte l'histoire de ce Rav qui a vu un homme et une femme qui partaient ensemble dans une forêt et ils ne s'étaient pas mariés. Il s'est dit, aïe, danger, je vais les suivre. Et si à un moment il y a quelque chose un peu borderline, je débarque, juste comme ça, à la claire, je me promène, ils vont me voir, et donc, on va régler le problème. Enfin, ils font rien, quoi. Il les suit, il passe toute la forêt, rien, nickel chrome. Il sort de la forêt, salut, salut, chacun part de son côté. Il rattrape, c'est ce qu'il dit le Rav. C'est un Amora. Et il dit, écoutez, bravo, à votre place, moi j'aurais fauté. Imaginez le courage de dire une chose pareille. Le gars il dit ça, aujourd'hui on dit Il a dit oui. Moi, dans une situation pareille, je pense que je n'aurais pas réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement il est dans un monde dans lequel en effet on accepte la dimension faillible de l'être pour justement mieux lui permettre de s'en extraire. Juger positivement, c'est avoir cette vision globale qui va permettre à l'individu de tendre vers la perfection. Parce que justement, cet élément de difficulté qu'il a, adulte, enfant, adolescent, qui vous voulez, pourra être un élément sur lequel il va pouvoir faire un travail. Donc dans le jugement positif de l'autre, on inscrit aussi la possibilité pour l'autre de pouvoir à un moment évoluer et grandir. C'est ça qui se trouve là-dedans. On est dans un monde dans lequel malheureusement le regard juif que l'on doit porter les uns sur les autres n'est plus très présent. On a été totalement conditionné par les systèmes dans lesquels nous vivons. Regardez, tout le travail que Moshe Rabbeinu va faire vis-à-vis du peuple juif, c'est sans arrêt de rappeler à Kadosh Baruch Hu toutes les belles qualités et toutes les dimensions belles du clan Israël. Sa bataille ne va être que ça. Mais rappelle-toi de ça, mais rappelle-toi de ça, mais rappelle-toi de ça, mais rappelle-toi de ça. On revient sur quelque chose de... On va arriver aux questions dans 2-3 minutes. Donc, travailler sur l'univers des hypothèses. Maintenant, parfois on a difficile à juger positivement, parce que tout simplement, nous-mêmes, nous sommes souvent victimes du fait qu'on ne nous juge pas positivement. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut prendre l'habitude de donner aux gens des explications de texte. C'est-à-dire dans la famille. Les enfants, souvent, nous jugent mal. Parce que tout simplement, on les habitue à croire qu'un parent qui fait ça et ça, ça veut dire que. Alors, pour ça, je vais repartager avec vous une idée qu'on avait une fois partagée ensemble dans un cours, je crois, sur l'adolescence, il me semble. C'est de dire à l'enfant, écoute, je comprends que tu décides que ma manière de se comporter, ça veut dire ça. J'entends. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a peut-être une autre motivation? Et surtout, quand en effet nos enfants interprètent, pardonnez-moi, les règles qu'on leur impose comme étant un désir de prendre le pouvoir vis-à-vis d'eux. Rappelez-vous de ce qu'on peut leur dire. Écoute, entre toi et moi, si j'avais envie que ça se passe bien, je te laisserais faire ce que tu veux. C'est quand même beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus économique. C'est beaucoup plus simple. Alors d'après toi, pourquoi je t'impose? Pour te montrer que je suis le chef? Je suis le chef. Je n'ai pas besoin de te l'imposer. Je suis le père, tu es l'enfant. Ça ne changera jamais. Pour montrer que c'est moi qui dirige, qu'est-ce que je gagne? Je gagne de la distance, je gagne des cris, je gagne des tensions. Au contraire, si je te laisse faire ce que tu veux, tu seras cool, tu seras content, ça te fera plaisir. Alors d'après toi, pourquoi on bloque? Il y a peut-être une autre hypothèse. Je me bats pour toi. Alors bien sûr, après vous avez plein de réponses possibles de l'enfant. Non, en vérité, toi tu voudrais être cool, mais maman elle veut pas, et comme tu as peur que maman elle te crie, alors tu fais comme elle te demande. Option. Qui de temps à autre existe. D'accord? C'est un grand classique. Ou autre, là il va falloir être prêt à y répondre. Mais montrez à vos enfants que l'interprétation qu'ils font de ce que vous êtes n'est peut-être pas la bonne. D'accord? Si nous-mêmes on arrive à le faire vis-à-vis d'eux, si nous-mêmes on arrive à le faire vis-à-vis du conjoint, si nous-mêmes on arrive à le faire vis-à-vis des autres, alors on y arrive. Et surtout, et c'est là-dessus que je conclue avant les questions, le
Le texte nous dit « Ne juge jamais l'autre tant que tu n'es jamais arrivé à sa place. » Et tu ne pourras jamais y arriver, parce que tu n'es pas l'autre. Parce qu'un événement, une situation se vit à travers ce que nous sommes. Et je suis un être unique, qui a une histoire unique, qui a des traumatismes uniques, qui a des joies uniques, qui a un environnement familial unique. Et la même situation, pour quelqu'un qui a vécu dans un autre environnement, c'est-à-dire celui qui n'est pas exactement le même que le mien, sera vécu évidemment de manière différente. Donc dire « ouais, je comprends pas, moi à sa place j'aurais ceci », t'as raison. Toi à sa place, c'est sûr que tu aurais fait ceci, parce que tout simplement, toi tu n'es pas lui. Et tu ne sais pas au fond ce qui se joue. J'ai été confronté à des situations dans lesquelles des personnes étaient face à des problématiques, dans lesquelles elles hurlaient leur souffrance. Et d'autres personnes à côté, totalement insensibles, en disant « je ne vois pas où est le problème ». Et c'est normal que tu ne vois pas où est le problème, parce que tu n'as pas son histoire. En fait, cette personne disait « je ne comprends pas pourquoi tu te stresses, parce que j'arrive en retard et chaque fois tu me fais une crise, etc. et un jugement négatif, etc., capricieuse, etc., etc. » Je lui ai dit « vous savez ce que ça veut dire ? Un enfant qui a vu ses parents se disputer très fort quand il était petit, et qui a eu peur d'être abandonné, vous savez ce que ça veut dire? D'un enfant qui a peur qu'à un moment, il va être seul. Et bien quand cet enfant qui est devenu adulte voit que l'autre n'est toujours pas là et l'autre ne lui dit rien, tout simplement, il y a toute une angoisse qui remonte. Et cette angoisse, il ne peut pas la contrôler. Si vous n'avez pas vécu dans cet environnement, vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on valide, ça ne veut pas dire pour autant qu'on dit que c'est bien, mais ça veut dire que le regard que l'on porte est différent, et ce regard différent permet à l'autre d'être à l'écoute de la seconde parole qui lui permettra de savoir comment on avance, comment on évolue et comment on construit. Voilà donc quelques éléments que je voulais partager avec vous ce soir, et comme à notre habitude, nous allons passer à vos questions. On a encore une petite vingtaine de minutes pour ça. À vous les questions. Allez-y. Regardez, il y a 3 personnes qui se lèvent et qui partent. Hein, arrêtez-vous. On est dans un cas typique. Est-ce qu'ils veulent partir ou est-ce qu'ils doivent partir? Ils doivent partir. Voilà, c'est exactement ça. Non mais c'est vrai en plus. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est vrai, mais je le sais. C'est pour ça que je me suis permis de le faire. C'est ça, c'est pour ça. Et qui en plus, et je vais vous dire encore plus, qui ont un courage, c'est que certaines personnes parfois disent « comme je vais devoir partir plus tôt, j'ai pas envie qu'on me regarde, donc j'y vais pas ». Et qui quelque part nous apprennent que je n'ai pas peur de ce que les autres penseront de moi, je viens et je fais ce qui est bon, et après, c'est pas grave. Pardonnez-moi, mais c'est exactement ça, et c'est je vous remercie, bon, c'est bon, je vous donnerai ce que j'avais promis. D'accord, voilà. Donc, alors, allez-y, on a encore un quart d'heure pour les questions. Allez-y, oui. À l'aune de ce que vous venez de dire, Oui. comment peut-on justifier l'existence de tribunaux? Le tribunal juge. Le tribunal juge des faits. Le tribunal n'est pas dans un jugement de valeur. Le tribunal est là pour rendre la justice. Vous avez volé, vous devez rendre. On est désolé. Maintenant, moi je me rappelle un jour, à la Yeshiva, il y avait quelqu'un qui volait. Il volait, et d'ailleurs il a une technique super, c'est qu'au moment où on commençait la Shemona Esrei, il filait dehors, il allait faire les poches. Et il savait que pendant au moins 3-4 minutes, tout le monde était tous en train de faire de la gymnastique, donc personne ne pourrait. Un jour, on l'a attrapé. Je me rappelle, j'ai fait partie du commando. D'accord? Donc on s'est retrouvé avec lui devant le Rav, devant le Rosh Yeshiva. Et pour de multiples raisons, il lui a expliqué que peut-être il allait devoir partir. Mais je me rappelle, puisque ça, le Rav m'a demandé ça à moi, l'autre s'en va, le Rav m'appelle, me donne un billet de 500 francs et me dit, va lui donner. 500 francs, moi j'avais regardé ça, je dis, c'est bien. Je suis remonté chez le Rav, après lui avoir donné, je lui ai dit, non, pourquoi? C'est-à-dire, parce que un Rav, ça se questionne. Il m'a dit, parce que peut-être qu'il a vraiment besoin d'argent. Mais c'est pas pour autant qu'à un moment, il n'y a pas une sanction qui est nécessaire au regard d'une configuration. C'est-à-dire que l'Agma nous dit que, et quand ceux que tu as jugés s'en vont, Yubenecha que Zakaim Shekiblu Alemetadin, voilés comme des gens parfaits parce qu'ils ont accepté la justice.
Le problème, c'est le jugement de valeur que l'on a sur l'individu au regard du délit qu'il a pu faire. Rabbi Israël Salantari dit, depuis quand c'est marqué dans le Shulchan Aruch que quelqu'un qui a volé, on ne peut pas lui parler? Qu'on doit le dire partout. Il a volé, il doit rendre. Et si c'est quelqu'un qui est soupçonné d'être voleur, tu ne le fais pas dormir à côté de l'argenterie quand tu l'invites chez toi. Parce que tout simplement, mais c'est un concept, Kabdeu v'Chajdeu, honore-le et suspecte-le. Honore-le parce que c'est quelqu'un de bien, suspecte-le parce qu'il y a peut-être un point sur lequel il faut faire attention. Le problème, c'est qu'on a oublié d'être des êtres humains comme Akadosh Baruch Hu attend qu'on soit. Ok, alors d'accord, il a ça. Ve'az. Le tribunal n'est pas là pour faire un jugement de valeur. Le tribunal est là pour sanctionner un délit. Il y a eu un délit, objectivement parlant, le délit a été fait, il y a une condamnation, il est condamné. Point, next. C'est... regardez, toute l'histoire du Eved Ivri, de l'esclave juif, c'est quoi? Je vais m'étendre un tout petit peu là-dessus. C'est quelqu'un qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser son larcin, et qui va donc être vendu pour pouvoir. Mais la Gemara, elle vous dit que quand moi j'achète donc ce Eved Ivri, donc je sais que c'est un voleur, et avec le prix de la vente, il va devoir rembourser son larcin, je dois me comporter avec lui comme si c'était un invité. Lui donner un matelas super qualité comme le mien, lui donner le même vin que moi, etc. Lui dire, c'est pas parce que tu as été voleur que tu n'es pas un Ben Adam. Tu ne deviens pas un sous-homme. Ça c'est... Je comprends pas. Sinon, c'est... On enferme les gens dans des casiers judiciaires, c'est fini. À aucun moment on va dire, mais non, c'est pas grave. Tu sais, le coup de la dame qui avait volé dans le supermarché parce que ses enfants avaient faim, tu dois rembourser. Parce que tu as volé, tu rembourses, c'est évident. Alors là, tout le monde a de la pitié. Oui, mais il y a une loi, tu rembourses. Tu as le droit de la sponsoriser pour qu'elle rembourse, il n'y a aucun problème. Mais vous voyez bien que là-dedans, on a tous un regard apitoyé vers cette maman qui, la pauvre, s'est retrouvée à ça. Alors il faut juste que ça soit une situation pareille, non? Maintenant, c'est vrai que, on nous dit que quelqu'un qui est un rachat, c'est-à-dire persiste et signe, persiste et signe, persiste et signe, et n'a aucune envie de s'en sortir, celui-là, on va regarder un peu les choses différemment. Si vous avez des gens, c'est persiste et signe. Mais même, vous savez, quand des personnes s'enferment dans un système, c'est que parfois elles n'imaginent pas qu'elles peuvent exister ailleurs que dans le système dans lequel elles se sont enfermées. Et donc, au bout d'un moment, combien de personnes vous dites de toute façon, laissez tomber, c'est fichu, j'y arriverai pas, de toute façon, là, ça ne sert à rien. Parce qu'à un moment, elles ont tenté, et les portes se sont refermées avec tellement de violence qu'elles ont abandonné. Vous savez, il faut voir les choses et les êtres dans leur globalité, voir connaître leur histoire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on justifiera le délit. Mais on juge ce que l'homme fait. D'ailleurs, on le dit aux enfants. Ce qui me pose un problème, c'est pas toi, c'est ton acte. J'ai un problème avec ce que tu fais, mais pas avec toi. C'est ça que sont censés servir les tribunaux. Autre question? Oui. Face à des gens qui jouent de notre naïveté et de notre envie justement de les voir positifs, on aurait tendance à vouloir accepter qu'ils changent parce qu'ils ont tendance à le faire de temps en temps, pour nous calmer, on va dire. Comment réagir à ces gens-là? Alors la Torah ne vous a pas demandé d'être naïf. La Torah nous a... C'est-à-dire, comme on a dit, Kabdeu v'Chajdeu, honore-le et suspecte-le. C'est-à-dire, à un moment, vous n'êtes pas obligé d'être dans une option basse, mais vous avez le droit d'être dans une vigilance. Et la vigilance, elle est là pour vous protéger. Après, le jugement de l'autre, c'est une deuxième problématique. Il y a la vigilance pour se protéger, par rapport à des gens qui parfois sont des manipulateurs, et il y a après le jugement de l'autre. Et ça, c'est deux choses totalement différentes. La naïveté, on n'a pas à être naïf. Quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous lui demandez d'abord qu'il vous fasse un contrat dans lequel il déclare bien que vous... Parce que, attends, comment tu me soupçonnes de peut-être ne jamais te rendre? Ouais, c'est des choses qui peuvent arriver. Je suis sûr que ça ne se passera pas. Je vous donne un exemple. Je vous ai emprunté 200 €. Et puis, j'apprends que vous êtes devenu l'heureuse gagnante de l'euro-million de 120 millions d'euros. Et moi, toutes les actions à la banque que j'ai se sont écroulées, etc. Et ces 200 €, ils valent quelque chose vraiment. Et demain, vous dites, donnez-moi mes 200 €. Je peux inventer dans ma tête un système en disant, elle exagère, et je lui fais une avance sur son maaser.
en les gardant en disant mais quel 200 euros? Vous ne m'avez jamais prêté 200 euros. La halakha dit pour ne pas se retrouver dans une situation pareille, vous avez l'obligation de faire signer quelque chose, parce que si vous m'avez fait signer, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas eu. On doit imaginer ce genre de choses, tout en sachant que, a priori, ça ne se passera pas. Avoir un regard pragmatique, mais pas un regard méfiant et défiant vis-à-vis de l'autre. C'est sans arrêt... Maintenant, il ne faut pas être naïf. Vous avez quelqu'un, chaque fois que vous lui prêtez quelque chose, il vous le rend cassé. C'est quelqu'un d'adorable, mais qui ne sait pas garder les affaires. Alors, soit vous lui prêtez, mais vous, dans votre tête, vous décidez que vous le lui donnez, ou alors vous dites que c'est un peu compliqué. Parce que là, vous avez une réalité... Oui. Mais pourquoi ne pas, dans ce cas-là, couper toute relation avec une personne donnée? À quoi ça sert? C'est dommage. Énormément de problèmes. Bien sûr, si vous parlez d'un cas dans lequel la personne vous pose plein de problèmes et sans arrêt, prenez de la distance, ça ne sert à rien. Mais bon, c'est pas très souvent qu'on est confronté à ce genre de situation. Et quand on est confronté à ce genre de situation, toujours, rappelez-vous que le regard différent que vous allez porter sur la personne peut parfois l'aider, elle, à changer. Oui. Il faut en avoir envie, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous n'avez pas envie, c'est votre choix. Autre question? Oui, madame. Le système scolaire est quand même le système aujourd'hui qui réduit bien la personne à ce qu'elle produit. Oui, aujourd'hui, à ce qu'elle fait plutôt qu'à ce qu'elle met. La note en particulier est bien quelque chose qui va réduire la personne à ce qu'elle fait et non à ce qu'elle est réellement. C'est pour ça que parfois on met des notes d'effort pour essayer de compenser ça. Mais c'est bon, c'est l'équation impossible. Vous êtes dans un système dans lequel on est obligé de définir les choses à travers des notes. Pardonnez-moi, et en même temps de ne pas enfermer l'enfant, parce qu'un enfant, c'est pas une note. Un éducateur intelligent saura parfaitement apprendre à l'enfant à voir qu'il ne le voit pas qu'à travers sa note, mais à travers ce qu'il est. En lui parlant de ce qu'il voit de lui dans d'autres dimensions. Ça, c'est le parent, mais après l'éducateur... Non, l'éducateur, il peut le faire. Il peut dire, écoute, tu as eu... Vous savez comment j'ai arrêté de faire 10 000 fautes d'orthographe en français? Je vous l'avais raconté une fois. Je me remets si je l'ai raconté. J'étais une catastrophe. Et un jour, donc, le prof est venu chez moi, il m'a dit, je te félicite. Tu as de nouveau 0, mais cette fois-ci, tu n'as fait que 15 fautes. J'écris aujourd'hui. Et j'ai pas besoin d'un correcteur oral. Enfin, je l'utilise aussi parce que la seule chose que j'ai pas envie de réfléchir, c'est quels accents. Grave ou aigu. Trop fatigant. Il y a un moment, il m'a dit, mais je me rappelle, pour vous dire, attendez, je me rappelle, Adayamazé, je me rappelle où il était, dans quelle posture il était. Il m'a fait un bien fou. Concrètement, j'avais fait 15 fautes, j'avais 0. Ben oui, il n'allait pas me mettre 18 avec 15 fautes, c'est pas possible. Mais avec les 25 en moyenne, 15, j'avais fait un sucre. Je m'étais battu, quoi. Il m'a dit, je te félicite. Tu n'as fait que 15 fautes, c'est super. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On pourra peut-être faire des analyses, d'accord? Mais concrètement, tout a changé. Voilà, c'est parfois juste quelques mots, une attitude qui peuvent aussi énormément aider. Et ça, c'est lié beaucoup à la bienveillance. Une démarche de bienveillance vis-à-vis de l'enfant. Être bienveillant, c'est un choix aussi. Ça, c'est encore un autre sujet. Faire preuve de bienveillance. Et si un prof n'arrive pas à l'être et qu'un enfant en souffre, on peut expliquer à l'enfant que peut-être le prof, pour lui, c'est difficile. Parce que tout simplement, peut-être qu'il a tellement de choses sur la tête qu'il n'arrive pas et que c'est pour ça qu'il a tendance à réagir un peu rapidement, mais qu'au fond, peut-être que si c'était dans une classe où il y avait moins de bruit, moins de trucs, etc., peut-être que ça se passerait autrement. On ne justifie pas, on ne dit pas qu'il a raison, mais on apprend à l'enfant à relativiser l'événement et à lui permettre donc de continuer à avancer. Voilà, c'est tout, c'est comme ça qu'on les construit. Hein. Autre question? Est-ce qu'en fonction de la personnalité, ça ne peut pas faire l'effet inverse? C'est-à-dire? Que d'avoir un regard positif et d'encourager certaines attitudes, ça ne risque pas que la personne en profite et glisse dans le... Traduction. Je ne comprends pas. Non, vraiment, je ne comprends pas. C'est-à-dire,
Il y a des gens, quand on en voit positivement, quand on les encourage, etc., du coup, ils continuent à s'enfoncer dans leurs erreurs et dans leur attitude qui n'est pas bonne. Mais attendez, là vous parlez en tant que maman par rapport à un enfant ou d'un adulte par rapport à un autre adulte? C'est pas du tout la même chose. Vis-à-vis de l'adulte, j'ai pas une obligation d'éducation. Vis-à-vis de mon enfant, oui. Ça dépend des adultes. Alors, même mon conjoint, j'ai pas une obligation de l'éduquer. Obligation non, mais c'est parfois nécessaire. Ah, envie, peut-être. Mais c'est pas du tout ce qui est recommandé. Hein. Clairement, avec tout le respect que je vous donne, mais attendez. Le conjoint, on est là pour l'aider à bouger s'il a envie de bouger. C'est tout. On est là en support de ses choix. Maintenant, c'est vrai que si l'autre se pavane et on lui dit tu es le phénix des eaux de Sebo en permanence, il va se dire bon, tout va bien. On peut à un moment dire écoute, t'es quelqu'un de génial. Il y a des points sur lesquels j'aimerais parler avec toi parce que j'ai l'impression que ça serait quand même intéressant si... mais là, attendez, je ne vais pas faire un cours sur le couple, mais aucun rapport entre ce qui va se passer dans la relation au niveau du couple et la relation à l'enfant. Un conjoint avec qui on parle de ce qui va, de ce qui ne va pas et des zones d'évolution, il n'y a aucun problème. Maintenant, j'ai l'impression qu'un conjoint qui se sent valorisé réellement par la personne qui est à ses côtés est totalement, dans l'immense majorité des cas, prêt à être à l'écoute d'une autre parole. Parce que cette autre parole est entendable vu qu'elle n'est pas là pour le tirer vers le bas. Bien sûr, si on lui dit « Oh là là, c'est une catastrophe ce que tu fais, alors que par ailleurs tu es quelqu'un de très bien », ça peut être entendu. Il y a d'autres stratégies pour le dire. Après, au niveau d'un enfant, c'est différent. C'est sûr, un enfant devant lequel on se met en le regardant d'un air ébahi, en disant « Oh là là, ma fille, vraiment le plus beau, là, c'est une idiotie ». Mais on peut l'aider à avancer s'il sait qu'on a un regard positif sur lui par rapport à des points qui le sont objectivement, ce qui nous permettrait sur un certain nombre de choses de dire « Mais attention, là, ça ne va pas du tout ». Il n'y a aucun problème. Mais au niveau d'un conjoint, c'est très très différent. Enfin, et là, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que c'est un autre univers. Vous parliez en fait que de la relation parent. Ah si, j'ai parlé de la relation au couple, mais vous dites, si j'ai bien compris, ce que vous m'avez dit, peut-être que j'ai mal compris, mal entendu, si on fait ça, alors l'autre ne va pas changer. Et je vous ai dit, mais si l'autre c'est votre conjoint, c'est pas l'histoire. Non, j'ai pas dit il va pas changer. J'ai dit si on fait ça, oui, j'ai dit ça. Et pourquoi vous dites ça? Vous savez, souvent, là je parle plus à vous, madame, intuitif personnel, souvent on pense ça parce qu'au fond, on n'a pas vu, on n'a pas été habitué à fonctionner d'une manière autre. On est persuadé que c'est que quand on y va comme ça que ça avance. Souvent parce qu'on a vu ça chez nos parents et donc on veut valider le système parental. Bon, on n'est pas obligé de valider le système parental. On n'est pas obligé de le valider et je pense qu'un adulte construit, normal, équilibré, qui sent qu'on a un regard admiratif sur lui ou sur elle, quelque part, si à un moment on aborde avec lui des éléments sur lesquels on pense que ça serait intéressant de progresser, il est prêt à le faire. J'ai l'impression. Maintenant, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression. C'est en tout cas une technique qui peut faire avancer. Autre question? Oui. À un moment donné, vous avez dit qu'une action ponctuelle va définir que cette personne et cette action-là. Oui. Mais on sait qu'en général, chez Chachamim, toujours on dit que les actions, elles découlent de l'intériorité profonde de la personne. Oui. Donc, quand on voit une tendance chez une personne, Oui. alors là, on peut être tenté de dire que cette personne est comme ci, comme ça. Oui. Par exemple, vous avez pris l'exemple de quelqu'un qui a un acte de paresse. Maintenant, si ça se répète, alors on va cataloguer un peu cette personne. C'est pas cataloguer dans le mauvais sens, ça veut dire qu'on est obligé à un moment donné de dire que cette personne est comme ci, comme ça pour pouvoir travailler avec. Enfin, donc il y a des enfants. Elle n'est pas comme ça. Elle est quelqu'un qui a en effet une difficulté sur ce point. C'est-à-dire, l'idée c'est de ne pas enfermer la personne. Non, sans l'enfermer, mais on a besoin aussi de savoir à qui on a affaire à un moment T. Quoi. Pourquoi? Par exemple, dans le cas d'un enfant, si on veut l'éduquer, il faut bien savoir... Tu vas déceler chez lui quels sont ses points forts et ses points faibles. Mais tu ne vas pas définir la relation que tu auras avec lui par rapport à ça.
C'est-à-dire ce sont les points beaux et positifs qui vont déterminer ta manière d'être en relation avec cet enfant. Et après, tu vas déceler les points qui ne vont pas, et sur ces points-là, tu sais qu'il faut faire un travail. C'est évident. Ce que j'ai dit, c'est la définition de l'être au niveau du jugement que l'on a de cette personne. Si tu dis à quelqu'un c'est un paresseux, non, je ne suis pas un paresseux. Je suis quelqu'un qui est plein de qualités, et sur la notion de la paresse, j'ai une problématique. Non, moi, je vais le matin en bête à Knesset. Il y a des gens qui arrivent à l'heure, en permanence. Et d'autres, on se rend compte que quand ils arrivent, ils ont dû se battre pour arrêter de faire chavruta avec leurs coussins. D'accord? C'est des gens, d'accord, enfin, il y en a qui ne savent pas du tout, tu me diras. C'est vrai. Et on leur dit, c'est important que vous soyez à l'heure pour le minette, ça ne va pas. Ça va pas du tout. Mais c'est des gens géniaux, des balais chesed, des gens sympathiques, souriants, qui aident, qui sont chaleureux, qui sont marnissordim. Ils ont un problème dans la relation à la chavruta avec leurs coussins le matin. Ok. Mais on pourrait s'arrêter, d'ailleurs, celui-là, s'il est sans arrêt en retard. C'est le retardataire. On va dire, celui-là, c'est une personne géniale. Si demain il demande sur quoi il doit travailler, sur son problème, c'est tout. C'est-à-dire, c'est sur le regard que tu portes sur l'autre. C'est ça qui va être fondamental. Quelle est la vision que j'ai sur l'autre? Et c'est ça qui va être au centre. Ah, et c'est ça qui me permet après de dire et que l'autre puisse entendre. Parce que justement, l'autre n'a pas besoin de faire ce travail pour pouvoir exister à nouveau parce qu'il existe déjà. Donc l'enjeu, c'est juste que je dois me parfaire dans un point déterminé de ma personnalité. Ne pas lui faire comprendre en fait qu'on l'enferme dans ce... Je ne le définis pas à travers ça. Ce n'est pas l'élément qui le définit. La définition que j'ai donnée de lui, c'est le choix que j'ai de l'aimer qui m'a amené à découvrir avant tout tous ces points absolument géniaux qui font partie de lui. C'est ce qu'on a vu en introduction. Parce que finalement, si jamais on dit que c'est son grand défaut, finalement, même limite, il s'habituerait à ça et vivrait avec sympathiquement. C'est vrai, mais ça après c'est le problème de l'individu par rapport à lui-même. Est-ce qu'il a grandi dans un environnement dans lequel on sait que découvrir son défaut, c'est une proposition de grandir en travaillant dessus ou pas? Ça c'est un autre phénomène. Comment est-ce qu'on fait passer ce message qu'un défaut c'est une proposition pour grandir? Et de ne pas être dans l'acceptation. Mais ça on l'avait abordé, vous vous rappelez, c'est dans la fameuse série « Je suis comme ça ». Que si en effet nos enfants nous entendent dire « je suis comme ça », ils font la même chose. Donc si on vit dans un environnement dans lequel nous ne fonctionnons pas comme ça vis-à-vis de nous-mêmes, il y a de fortes chances que ceux qui sont autour de nous ne fonctionnent pas comme ça vis-à-vis d'eux-mêmes. Si nous, on n'est pas dans le principe de « je m'accepte », qui est le point de départ, et je reste comme je suis, qui là par contre pose problème, alors ceux qui vivent dans cet environnement fonctionneront aussi, d'une manière ou d'une autre, aussi sur ce principe. Si nous-mêmes on est « ah ben moi je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est ma nature, et je me laisse aller », ça va être un peu difficile de faire passer ce message aux enfants, parce que la dimension d'exemplarité ne sera pas très présente. Pas d'autres questions? Très bien. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute, et Bezrat Hashem, on se retrouve donc dans un mois. Kol Tov et Laïla Tova.